Chapitre 1. Le murmure sous l'hymne. Le village de Marlécombe, niché entre des collines verdoyantes et des haies sinueuses, était le genre d'endroit où rien d'inattendu ne se produisait jamais. Et quand cela arrivait, on en parlait généralement à voix basse autour d'un lemon kurde et de scones. Avec sa vieille église, son authentique place de village et ses 2 boutiques vendant de tout, des aiguilles à broder aux pêches sans conserve, Marlécombe dégageait une douce impression d'intemporalité. C'était un dimanche matin du début du printemps, et l'air était empli du doux parfum des narcisses. Les moineaux filaient à travers les haies d'aubépines, et les cloches de l'église sonnaient à travers les champs avec un rythme régulier comme un souffle. Mademoiselle Jane Marple, qui séjournait pour 2 semaines au cottage de sa nièce sur Elms Lane, remontait le chemin menant à l'église Saint-Bède, ses gants soigneusement pliés dans une main et son livre de prière sous l'autre bras. Elle n'était pas résidente permanente de Marlécombe. Elle habitait, comme chacun le savait, le village de St. Mary Mead, un peu plus grand et plus instruit. Mais elle rendait visite à sa nièce, l'aimable et parfois irritable Lucy Kendall, assez souvent pour être connue des dames de l'église et des commerçants, tout en étant toujours traitée comme une personne un peu exotique. « Très maligne, celle-là », murmurait Madame Mayhew à l'épicier, un de ces esprits qui bruissent derrière les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. L'office du dimanche était bien fréquenté. Le révérend Amos Carmichael se tenait en chaire, sa voix s'élevant et retombant avec une solennité familière et constante. L'assemblée comprenait l'habituel assortiment de villageois, les demoiselles Plum, 2 sœurs jumelles âgées coiffées de chapeaux lavande assortis. Le colonel Witheridge, grisonnant et à la voix rauque, assis avec raideur sur le 2e banc. Madame Felicity Dean, jeune et pieuse, mais trop belle pour son propre bien, et Monsieur Julian Hargrove, l'avocat retraité qui somnolait parfois pendant le 2e cantique. Tout se déroula comme prévu. L'orgue siffla un peu pendant la 3e strophe de The Day Thou Gavest, et les enfants assis au fond ricanèrent jusqu'à ce que leur mère les pince. La dernière prière fut dite, les dernières notes du postlude s'éteignirent, et puis tout arriva. Une voix soudaine et curieusement asexuée s'éleva au-dessus de tous, claire, perçante et pourtant étrangement détachée. Elle ne sortira jamais d'ici vivante. Un halètement parcourut l'assemblée comme une rafale de vent dans un champ de blé. Les têtes se tournèrent. Le révérend s'arrêta net. Madame Plume laissa tomber son recueil de cantiques avec un bruit sourd. Mademoiselle Marple, déjà debout, se figea, non pas de peur, mais de concentration. « Qui a dit ça ?» aboya le colonel Witheridge en se levant à « moitié ». Cela avait surgi de nulle part, et de partout à la fois, du haut plafond, peut-être, ou des poutres en bois au-dessus de l'autel. Personne n'avait vu d'orateur. Personne n'avait vu de coupable. L'organiste, M. Luc Petitfer, cligna des yeux derrière ses lunettes et jura n'avoir rien touché. « C'est une blague », murmura quelqu'un, mais personne ne rit. Miss Marple tira doucement sur la manche de Lucy. « Tu as entendu, ma chérie ?» Lucy hocha la tête, pâle. « Ça n'avait pas l'air réel. »« Non, » dit doucement Miss Marple, « mais ça semblait sincère. » Le révérend, visiblement ébranlé, appela au calme. « Un défaut dans les haut-parleurs, peut-être, ou une farce d'enfant. » Mais l'église de Marlécombe n'avait pas de haut-parleurs, et les enfants, tous, semblaient véritablement terrifiés. L'assemblée sortit lentement, murmurant comme des abeilles dérangées dans une ruche. Dehors, le soleil printanier semblait incongru face aux nerfs tendus et aux visages troublés. La suspicion flottait dans l'air comme une brume. Près du porche, Miss Marple s'attarda, discutant brièvement avec M. Hargrove, qui marmonnait quelque chose à propos de ventriloque et d'hallucination. Elle s'enquit du bâtiment. Quand avait-il été inspecté pour la dernière fois? Y avait-il des recoins inhabituels dans les chevrons ou des accès dissimulés? « Mon Dieu, non, » dit M. Hargrove. « L'endroit n'a pas changé depuis que la reine Victoria est sur le trône. Où voulez-vous en venir, Miss Marple ?» Mais Miss Marple se contenta d'un léger sourire.
Oh, j'étais juste curieuse. On entend souvent des voix dans les églises, vous savez, mais elles sont généralement beaucoup moins directes. Ce soir-là, les événements survenus à l'église Saint-Bède étaient le seul sujet de conversation à Marlécombe. Aux tables des dîners et au téléphone, dans les cuisines et les épiceries, la phrase était répétée. Elle ne sortira jamais d'ici vivante. Qui était-elle? Qui l'a dit? Et qu'est-ce que cela signifiait exactement? Certains disaient que c'était un canular, une farce cruelle. D'autres, plus nerveux, y voyaient un présage, un avertissement venu d'au-delà du voile. Mais tous, même ceux qui se moquaient, fermèrent leurs portes un peu plus tôt ce soir-là. Miss Marple était assise près du feu dans le salon de sa nièce, un châle moelleux sur les épaules, son tricot posé sur ses genoux, intact. Ses yeux n'étaient là pas fixés sur le feu, mais sur le ciel qui s'assombrissait par la fenêtre. Lucie versa du thé. Une farce sûrement. Ou un mauvais rêve. Peut-être, dit doucement Miss Marple. Mais si c'était une farce, elle était cruelle. Et si ce n'en était pas une, alors quelqu'un pensait vraiment à ce qu'il disait. Elle leva sa tasse de thé et but une gorgée pensive. Il faut toujours être attentif lorsque l'ordinaire est perturbé, a-t-elle ajouté. Dans un endroit comme Marlécombe, ce n'est pas facile à faire par accident. Et quelque part dans le village, quelqu'un se préparait déjà à ce qui allait arriver. La mort, la tromperie et la voix révélatrice qui, de manière tout à fait impossible, était venue de nulle part. Chapitre 2. Le village qui en a trop entendu. Marlécombe se réveilla le lendemain matin dans un silence inhabituel au début du printemps. Les oiseaux chantaient encore, et le laitier faisait sa tournée en faisant tinter les bouteilles sur les pas des portes. Mais quelque chose dans l'air semblait suspendu, comme si le village lui-même retenait son souffle. C'était le genre de matinée où même le soleil semblait prudent, perçant timidement à travers les nuages brumeux. Au numéro 6 d'Elms Lane, Lucy Kendall remua son thé en fronçant les sourcils et jeta un coup d'œil au petit poste sans fil sur la commode. « Ce n'est pas dans les nouvelles », a-t-elle déclaré. Miss Marple, assise en face de lui avec son calme habituel, ne leva pas les yeux de son œuf à la coque. « Non, » répondit-elle. « J'en doute, pas encore. » Lucy hésita. « Tu crois vraiment que c'était un avertissement, que quelqu'un voulait faire du mal ?» Miss Marple posa sa cuillère et s'essuya les lèvres avec une serviette en lin. « Je pense, ma chère, que si quelqu'un voulait nous effrayer ou nous tromper, il allait jusqu'au bout. Et s'il ne nous trompait pas, alors il promettait quelque chose. » Elle jeta un coup d'œil à la pendule. Et ceux qui promettent des choses terribles ont souvent l'intention de les tenir. À ce moment précis, une sonnette de vélo retentit devant le chalet. Lucy tressaillit. « Ce sera Ernie, le livreur de journaux. » Miss Marple se leva pour aller chercher le journal, ses mouvements toujours aussi fluides et gracieux, malgré son âge. Elle ouvrit la porte et adressa un sourire bienveillant à Ernie Tollett, qui avait 14 ans et dont le visage était toujours légèrement rouge d'effort. « Merci, Ernie. » Il hésita, l'air inhabituellement grave. « L'avez-vous entendu hier, mademoiselle ?»« La voix ?» demanda-t-elle doucement. « Je l'ai fait. Ma mère dit qu'elle ne retournera pas à l'église. Elle dit que ce n'est pas naturel. Des voix venues de nulle part et tout ça. » Il gratta une joue couverte de taches de rousseur. « Mais mon père dit que c'est juste un piège, ou peut-être un de ces gadgets sans fil. » Il leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce que tu crois que c'était ?»« Je pense que c'est quelque chose que nous devrions prendre au sérieux, » dit Miss Marple d'une voix calme, « même si nous ne savons pas encore pourquoi. » Ernie déglutit, lui adressa un signe de tête respectueux et s'éloigna en pédalant bruyamment. Miss Marple replia le journal sous son bras et retourna à la table. Lucy tendit la main vers la première page, mais Miss Marple avait déjà feuilleté la colonne intérieure, celle où les avis paroissiaux et les nécrologies étaient discrètement rangés. Elle parcourut les lignes du regard. Elle émit un petit son. Pas vraiment de surprise, plutôt une confirmation. « Lucy. Qui est Madame Rosalind Hewitt ?» Lucy cligna des yeux. « Rosalind ? Oh, elle est nouvelle. Elle a emménagé ici juste après Noël. Elle vit à Hazel Cottage, près de l'ancienne station de pompage. Veuve.
Son mari travaillait au ministère des Affaires étrangères, je crois. Il était à la retraite avant la guerre et est décédé peu après. Elle est très raffinée. Elle porte des gants même pour jardiner. Miss Marple tapota le journal du doigt. Elle est morte dans la nuit. Elle s'est effondrée sur le chemin qui mène à son jardin, selon les informations locales. Lucy la fixa du regard. Rosalind Hewitt, mais je l'ai vue hier, à l'église. Elle était sur le 3e banc, comme toujours. Oui, dit doucement Miss Marple. Elle l'était. Au milieu de la matinée, Marleycombe était en effervescence. Hazel Cottage, une bâtisse à la façade de pierre nichée derrière une haie de Troène, était devenue malgré elle le centre d'attention. Un agent de police était posté à l'entrée, et les villageois passaient lentement, les yeux rivés aux fenêtres comme s'ils s'attendaient à voir la mort elle-même lever le rideau. Miss Marple et Lucy, en route vers l'épicier, se retrouvèrent agressées par Madame Margaret Plum, l'une des sœurs au chapeau de lavande, comme les appelait en privé le village. « Affreux !» murmura Madame Plum en serrant son sac à main avec une force inutile. « Affreux. On dit qu'elle est morte. Aucune trace de blessure. Mais c'est trop étrange, non? Après cette voix. Tu te souviens de cette voix, n'est-ce pas? »« Je le fais, » dit Miss Marple calmement. « Eh bien ?» Madame Plum se pencha plus près, comme pour invoquer un rite sacré. Il disait Hélène ne partirait jamais. Non il, pas il, elle, et maintenant Rosalind est morte. Lucy frissonna. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, Margaret. Oh, ma chère, dit Madame Plum à voix basse, on ne croit pas aux coïncidences à Marleycombe. Plus depuis que le cochon du pauvre monsieur Abbott s'est noyé dans la mare aux canards et que la girouette s'est envolée le matin même. Elle s'éloigna en titubant, ses mots persistants comme un parfum dans l'air. Le médecin du village, le docteur Lionel Marsh, a fait une déclaration brève et prudente devant Hazel Cottage plus tard dans la journée. Madame Hewitt semble avoir subi un arrêt cardiaque, soudain et grave. Il n'y a aucun signe d'acte criminel pour l'instant. « Mais la voix, docteur !» cria quelqu'un dans la petite foule rassemblée. « Nous ne devons pas laisser la superstition obscurcir notre raison, » a déclaré le docteur March, bien que sa propre voix tremblait légèrement. Miss Marple, debout silencieusement au fond, inclina légèrement la tête. Elle avait déjà remarqué 2 détails importants. D'abord, que Rosalind Hewitt était en parfaite santé la veille, riant doucement avec Madame Dean après la cérémonie. Ensuite, et c'était plus intrigant, que Rosalind avait reçu un visiteur 2 jours plus tôt, un jeune homme à la mâchoire marquée et boitant, qui n'était resté que 15 minutes et n'avait pas été revu depuis. Ce soir-là, Lucy essaya de se réconforter en tricotant, tandis que Miss Marple était de nouveau assise près du feu, les yeux mi-clos. La radio jouait doucement en fond sonore, une valse flottant dans le salon comme un souvenir. « Tu crois que c'est un meurtre ?» demanda finalement Lucy. « Je crois, » dit Miss Marple, que Madame Hewitt fut la seule personne dans l'église à se retourner brusquement au son de la voix. Tous les autres regardèrent autour d'eux, ou en haut, ou vers la chaire. Mais Rosalind, elle se retourna comme si elle savait exactement d'où venait la voix. Lucy fronça les sourcils. « Tu as remarqué tout ça ?»« Ma chère, je suis plutôt habituée à remarquer les choses. » Ils retombèrent dans un silence contemplatif. Les doigts de Miss Marple caressèrent le bord de sa tasse de thé, son esprit construisant déjà les contours d'une scène silencieusement terrifiante. Il y avait eu une voix. Il y avait eu un avertissement. Et maintenant, il y avait eu une mort. Et à Marleycombe, un village où tout était censé être ordinaire, on commençait à avoir l'impression que rien ne l'était. Chapitre 3. La femme sans passé. Il pleuvait le lendemain de la mort de Rosalind Hewitt, une douce pluie anglaise qui semblait murmurer plutôt que tomber, imprégnant les haies et laissant les pavés de Marleycombe humides de souvenirs. La brume pendait bas sur les toits comme un châle de dentelle, et le village semblait se replier sur lui-même. Miss Marple se tenait près de la baie vitrée du salon de Lucy, scrutant la bruine avec un regard toujours aussi perçant. Son tricot reposait sur l'accoudoir du fauteuil, intact depuis 1 heure.
Elle avait réfléchi. « Elle n'a pas eu de visiteur, Lucie, » dit-elle enfin, d'un ton pensif plutôt qu'accusateur. Lucy Kendall leva les yeux de sa lettre. « Madame Hewitt ?»« Oui, sauf un. » Miss Marple se tourna légèrement. 2 jours avant sa mort. Un homme, jeune, ou du moins pas âgé. Il boitait et avait une cicatrice à la mâchoire. Savez-vous qui il pourrait être ? Lucie fronça les sourcils. Je ne savais même pas qu'elle avait des visiteurs. Rosalind était plutôt réservée. Exactement, répondit Miss Marple. Trop intime, je pense, pour quelqu'un qui prétend être venu ici simplement pour une retraite paisible. Lucie cligna des yeux. Suggères-tu qu'elle cachait quelque chose ? Miss Marple esquissa un petit sourire crispé. Ma chère, d'après mon expérience, lorsqu'une personne paraît parfaitement respectable, douloureusement ordinaire et ne donne aucune raison d'être remarquée, c'est qu'elle a presque toujours quelque chose à cacher. La visite suivante de Miss Marple fut chez la maîtresse de poste locale, Miss Enid Crouchet, une femme précise avec le sens du détail et l'oreille pour les ragots, même si elle n'admettrait jamais ce dernier. « Oh oui, Madame Hewitt, » dit mademoiselle Croucher en ajustant ses lunettes. Elle touchait sa pension un mardi sur 2. Très ponctuelle, très polie, toujours avec des gants, même en été. Elle envoyait très peu de lettres, cependant, surtout à un notaire de Londres. « Serait-ce Cray et Pennington ?» demanda Miss Marple d'un ton désinvolte, faisant semblant de compter sa monnaie. Miss Croucher marqua une pause, surprise. « Eh bien oui, en fait. Vous les connaissez ? » ?»« Oh, en quelque sorte. Mon cousin Edward les consultait souvent à propos d'un litige de bail. » Elle marqua une pause. « Et recevait-elle beaucoup de lettres ?» La postière pinça les lèvres. « Un seul expéditeur régulier. Enveloppe marron, sans adresse de retour. Environ 1 fois par mois. Toujours dactylographié. En recommandé. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Intéressant. Et il y avait ce colis. Colis ? Arrivé la veille de sa mort. Il n'y avait pas de nom, juste son adresse. Mais elle l'a emporté immédiatement. Mademoiselle Croucher baissa les yeux vers le comptoir, puis le releva. « Vous ne pensez pas qu'elle... Eh bien, que ce n'était pas naturel ?» Miss Marple joignit calmement les mains. « Je pense que les coïncidences arrivent rarement par courrier recommandé. » Hazel Cottage, la maison de Rosalind Hewitt, était désormais fermée, bien que le docteur March ait assuré qu'il n'y avait aucun soupçon d'acte criminel. La cause officielle restait « insuffisance cardiaque d'origine inconnue », expression employée, selon l'expérience de Miss Marple, lorsque quelque chose clochait. Elle se tenait juste devant le portail bas en fer, scrutant le feuillage. C'était un endroit propre, bien entretenu, du lierre sous les combles, un bain d'oiseaux sur la pelouse, des fenêtres ornées de rideaux de dentelle blanche. Mais les fenêtres racontaient leur histoire. Des rideaux toujours tirés un peu trop fort, la marche du porche balayée méticuleusement chaque matin, même si peu de visiteurs s'y rendaient. Elle soupçonnait qu'il y avait plus de dissimulation que de confort dans ce cottage. Une voix douce derrière elle interrompit ses pensées. « Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» C'était Felicity Dean, la jeune femme de la chorale. Ses cheveux blonds étaient retenus sous un chapeau-cloche humide, et elle portait un sac en papier kraft de la boulangerie. Miss Marple se retourna, l'air agréable. « Pas tellement en train de regarder, ma chère. Je me souviens. Connaissez-vous bien Madame Hewitt ?» Felicity hésita. « Seulement de l'église. On se parlait parfois après la messe. Elle était gentille, mais distante. J'avais toujours l'impression qu'elle se surveillait. Un jour, j'ai mentionné Londres, juste en passant à propos du nouveau Woolworths, et son visage a changé. Je lui ai demandé si ça lui avait manqué, et elle a dit quelque chose d'étrange. « Oh ?» Elle a dit « Londres, c'est une vie que j'ai enterrée. C'est tout. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Merci, Miss Dean. Vous m'avez été d'une grande aide. » Cet après-midi-là, Miss Marple fit quelque chose qu'elle faisait rarement, à moins d'être très intriguée. Elle écrivit une lettre à une vieille connaissance à Londres, une ancienne gouvernante devenue bibliothécaire privée avec une mémoire prodigieuse pour les archives familiales. On pouvait y lire « Ma chère Evelyne,
Je me demande si vous auriez l'amabilité de fouiller les archives à la recherche d'une mention d'une certaine Madame Rosalind Hewitt, anciennement de Londres, veuve d'un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, peut-être décédée pendant ou peu après la guerre. Il y a quelque chose d'anormal dans sa présence ici. Je soupçonne qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Cordialement, Jane M. En pliant la lettre et en la cachetant avec de la cire, elle repensa à l'homme à la cicatrice qui avait rendu visite à Rosalind. Il n'était pas resté longtemps, et pourtant Madame Hewitt avait semblé pâle et secouée après, d'après la fille qui avait livré les œufs à la porte de derrière. Qui qu'il soit, Miss Marple était certaine que sa visite n'avait pas été de nature amicale. Le lendemain, comme pour approfondir le mystère, un autre événement fit des vagues à travers Marleycombe. Lors du nettoyage de la nef de l'église, l'organiste M. Petitfer a découvert un objet curieux caché sous les chevrons au-dessus de la tribune du chœur. Un petit haut-parleur à pile. Dissimulé avec soin, il était calé derrière l'une des sculptures ornementales, relié à un récepteur sans fil et à un minuscule microphone par des fils passant sous la moulure. Le vicaire, le révérend Carmichael, était furieux. « Une horrible farce !» marmonna-t-il. « Sacrilège !» Mais Miss Marple, qui examina l'installation d'un œil attentif, vit quelque chose de bien plus effrayant. « Ce n'est pas une blague, » dit-elle doucement. « Un avertissement, délivré avec précision, et une grande maîtrise technique. » Lucie, qui l'accompagnait, semblait perplexe. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Miss Marple se redressa. « Cela signifie que quelqu'un savait précisément ce qu'il faisait. Ce n'était pas l'œuvre d'un farceur de village. C'était préparé, positionné et chronométré. Quelqu'un point censé pour que nous entendions cette voix, et que quelqu'un veuille que Rosalind Hewitt sache que c'était pour elle. » Ce soir-là, l'atmosphère à Marleycombe devint encore plus pesante. Le village était passé de la peur à la paranoïa. Les rideaux furent tirés tôt. Les feux furent attisés avec un zèle superflu. Des chiens aboyèrent à des pas inconnus, et le tintement habituel des tasses de thé chez Madame Mayhew fut remplacé par le cliquetis tendu des cuillères contre les soucoupes. Miss Marple était assise à son bureau, relisant la note qu'elle avait rédigée plus tôt. Son instinct lui disait que l'énigme était plus qu'une querelle locale ou une vengeance mesquine. Le passé de Rosalind Hewitt détenait une clé, et quelqu'un avait fait un long voyage pour la déverrouiller. « Elle a vécu tranquillement, » murmura Miss Marple, « mais elle n'est pas morte tranquillement. Quelqu'un a veillé à ce que sa fin soit annoncée. » Elle jeta à nouveau un coup d'œil au mécanisme du haut-parleur, qui reposait maintenant dans un sac en papier près du feu. La voix venait de nulle part, mais Miss Marple était déterminée à ce que la vérité ne reste pas dans l'ombre. Chapitre 4. L'homme à la cicatrice. Le lendemain matin, froid et lumineux, une telle journée de printemps trompeuse, joyeuse à travers la fenêtre, mais chargée d'une pointe de givre portée par le vent. L'orage était passé dans la nuit, laissant les haies ruisselantes et les parterres luisants. Marleycombe, bien qu'encore inquiet, sembla momentanément apaisé par le soleil. Pourtant, sous ce calme, quelque chose de plus sombre ondulait, comme si le village commençait à comprendre que la mort de Rosalind Hewitt n'était pas seulement tragique, mais menaçante. À Elms Lane, Miss Marple sirotait son thé du matin, son châle bleu pâle serré autour de ses épaules. Une lettre ouverte était posée sur la table du petit déjeuner, à côté de son assiette de pain grillé. La réponse d'Evelyn. Lucie, à moitié habillée et énervée, sortit du couloir juste au moment où Miss Marple pliait soigneusement la lettre. « Tu as eu des nouvelles d'Evelyn ?»« Oui, » répondit Miss Marple avec une note de satisfaction discrète. « Et, comme je m'en doutais, il n'existe aucune trace d'une certaine Rosalind Hewitt, mariée à un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. » Lucie cligna des yeux. « Aucune ? » Aucun ne correspond à son âge approximatif ni aux circonstances qu'elle a évoquées. Evelyn a consulté les archives d'après-guerre, les registres diplomatiques et les nécrologies.
Il y avait cependant une certaine Rosalind Hartley, née Rosalind Price, qui a disparu du registre de Londres en 1947. Elle travaillait comme secrétaire à Whitehall. Pas de mari connu. Aucune trace par la suite. Lucie fronça les sourcils. Alors elle a changé de nom. Presque certainement. Et je parierais, dit Miss Marple en se levant et en pliant la lettre avec sa précision habituelle, qu'elle avait une très bonne raison de le faire. L'arrêt suivant de Miss Marple fut le modeste commissariat de police de Marleycombe, une grange aménagée juste à côté de la rue principale, où l'inspecteur Gerald Craythorne occupait son poste. C'était un homme compétent, bien qu'enclin à rejeter tout ce qui n'était pas accompagné d'empreintes digitales ou de témoignages. Il éprouvait néanmoins un certain respect pour Miss Marple, ou du moins pour sa réputation, et lui offrit une place avec une déférence inhabituelle. « J'ai entendu dire que tu avais parlé de Hazel Cottage, » dit-il en versant du thé d'un thermos en métal dans 2 tasses ébréchées. « Je préfère considérer cela comme une observation, » répondit Miss Marple. « Je n'interviens pas, inspecteur. J'ai simplement quelques questions. La principale. Vos hommes ont-ils interrogé un homme avec une cicatrice à la mâchoire et boitant, qui a rendu visite à Madame Hewitt 2 jours avant sa mort ?» Craythorne plissa les yeux. « En fait, non. Nous ne savions même pas qu'elle avait de la visite. C'était une femme plutôt réservée. Elle se cachait, » dit Miss Marple, « et il est toujours imprudent de supposer que les morts nous ont tout dit. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Nous n'avons rien trouvé qui suggère un acte criminel. Aucune trace sur le corps. Le docteur March a confirmé l'incident. Insuffisance cardiaque. »« Je ne remets pas en question l'intégrité du docteur March, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Mais si quelqu'un effrayait une femme déjà inquiète, peut-être en lui révélant son secret, et si cette femme avait déjà le cœur fragile, eh bien... » Craythorne parut pensif. « Tu crois que cet homme à la cicatrice l'a menacée ? » ?»« Je pense qu'il savait qui elle était vraiment. Retrouver la trace de cet homme aurait été difficile pour quiconque n'était pas familier avec les habitudes du village. Mais Miss Marple connaissait les rythmes de la vie rurale comme sa poche. Les visiteurs qui ne prenaient pas la voiture arrivaient souvent par le train de 9h15 de Market Chipping ou celui de 11h40 de Norbury Halt. Elle rendit visite au chef de gare de Marleycombe Halt, un gentil garçon nommé Barnes qui se souvenait de tout le monde. « Oui, madame, je me souviens de lui, » dit Barnes en se grattant la barbe grisonnante. Assez grand, mince, boitait légèrement. Il portait un manteau marron et une petite sacoche en cuir. Il est descendu du train de Norbury, a passé 10 minutes à consulter une carte. Il n'a pas demandé de taxi. Il a juste marché jusqu'à Hazel Lane. Est-ce qu'il a dit où il allait ? Je n'ai rien demandé, mais il est revenu moins d'1 heure plus tard et a pris le train suivant. Comportement étrange. A-t-il acheté un billet de retour ? Barnes secoua la tête. Sens unique. L'esprit de Miss Marple bouillonnait doucement. Quelqu'un qui n'avait pas l'intention de rester. Quelqu'un qui voulait affronter, pas discuter. Grâce aux recherches d'Evelyn, Miss Marple suivit son intuition. Elle retourna au bureau de poste et s'enquit des enveloppes brunes que Madame Hewitt recevait chaque mois. Miss Crouchu fronça d'abord les sourcils, mais la curiosité prit le dessus sur le protocole. « Elles ont été postées de Londres, » murmura-t-elle en vérifiant le registre. « Cachet de Baker Street, si ça peut t'aider. Tout est dactylographié, même style d'enveloppe. Pas de nom de l'expéditeur. » Miss Marple la remercia, puis passa les heures suivantes à écrire des lettres, une à Cray et Pennington, le cabinet d'avocats que Rosalind aurait utilisé, et une autre à son amie Evelyn, demandant une recherche plus approfondie sur le nom Rosalind Hartley et tout lien avec les activités en temps de guerre. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village, elle fit une lente promenade dans Hazel Lane, passant devant la maison au volet clos de Rosalind Hewitt. Un merle chantait quelque part parmi le lierre, et les fenêtres s'immobilisèrent, tels des yeux vides qui détenaient autrefois des secrets. Et puis, de façon tout à fait inattendue, elle le vit. L'homme avec la cicatrice. Il était de l'autre côté de la rue, à mi-chemin derrière le muret de pierre qui bordait la ruelle.
Il portait une casquette plate et un trench-coat usé, et bien qu'il essayât de s'éloigner discrètement, le regard de Miss Marple remarqua l'incomparable hésitation dans sa démarche. « Excusez-moi, » dit-elle en s'avançant vers lui sans hâte, comme si elle demandait son chemin. Il marqua une pause. « Oui, je crois que vous cherchiez Rosalind Hewitt. » Il se raidit. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Vous lui avez rendu visite 2 jours avant sa mort. » « Je ne... » Il commença à nier, mais son regard était trop clair, trop vieux, trop sûr de lui. « Qui es-tu ?»« Jane Marple. J'étais sa voisine. Et je ne veux pas vous déranger inutilement, mais je pense que nous savons tous les deux qu'elle n'était pas une simple veuve vivant une retraite paisible. » Il hésita. Puis quelque chose en lui céda. « Je m'appelle Robert Lane, » dit-il d'une voix tendue. Ce n'était pas Rosalind Hewitt. C'était juste le nom qu'elle utilisait après sa disparition. Disparue ? Oui. Il prit une inspiration. C'était Rosalind Hartley. Elle travaillait à Whitehall à la fin des années 40. Elle s'est retrouvée mêlée à quelque chose de grave. Mon père a été accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles. Elle a témoigné contre lui. Il s'est pendu avant d'être jugé. Je suis désolé. Robert Lane hocha la tête. Moi aussi. Il était innocent. J'ai trouvé des lettres le prouvant, des années plus tard. Elle a menti pour protéger quelqu'un d'autre. Et tu es venu pour la confronter. Je voulais qu'elle l'avoue. C'est tout. Mais elle a refusé. Elle a pleuré. Elle avait l'air terrifiée. Je suis parti. Je ne l'ai pas touchée. Miss Marple hocha doucement la tête. Je vous crois. Robert Lane la regarda avec méfiance. Alors pourquoi me suis-tu ? Parce que, dit-elle, quelqu'un d'autre voulait peut-être sa mort. Quelqu'un qui savait que la vérité allait éclater. Et maintenant, tu n'es plus la seule personne à avoir un mobile. Ce soir-là, Miss Marple se tenait de nouveau près du feu, la lettre d'Evelyn ouverte à la main. De nouvelles informations lui parvenaient, des informations qui lui faisaient battre le cœur malgré son âge. Rosalind Hartley fut interrogée en 1947 au sujet d'un dossier manquant du ministère de la Défense. Ce dossier ne fut jamais retrouvé. Un deuxième suspect, dont le nom a été expurgé, disparut une semaine plus tard. Des rumeurs reliaient l'affaire à une société privée viennoise. Miss Marple plia lentement la lettre. Ce mystère comportait bien plus de couches que Marleycombe n'aurait pu l'imaginer. Et maintenant, cette femme sans passé avait laissé derrière elle une trace que quelqu'un cherchait désespérément à enterrer. Chapitre 5. La lettre qui ne devrait pas exister. C'était un après-midi gris lorsque Miss Marple reçut la permission discrète d'entrer dans Hazel Cottage. Officiellement, la propriété restait sous scellé, sous la surveillance de la police locale. L'inspecteur Craythorne, bien que toujours sceptique quant à l'instinct de Miss Marple, avait reconnu à contre-cœur sa curieuse capacité à repérer ce que les autres négligeant. L'identité de Rosalind Hewitt étant désormais mise en doute et le sentiment grandissant que l'affaire n'était pas aussi close que le certificat de décès l'indiquait, il autorisa Miss Marple à passer 1 heure seule dans le cottage, à condition qu'elle ne perturbe rien. La porte d'entrée grinça lorsqu'elle entra, parapluie sous le bras, ses bottes claquant sur le carrelage de l'étroit couloir. Hazel Cottage, malgré son joli nom et son extérieur charmant, dégageait une froideur indéniable, non pas celle qui vient de la désuétude, mais celle qui persiste là où la vérité s'est depuis longtemps enfouie. Elle s'arrêta dans le hall d'entrée. Les murs étaient tapissés de papier peint fleuri, délavés par endroits par le soleil. Une horloge de parquet résonnait dans un coin, solennelle et régulière. Sur la petite table en chêne près de la porte se trouvait une paire de gants, en cuir marron foncé, soigneusement disposés, comme s'ils attendaient d'être repris. Miss Marple entra doucement dans le salon, où un feu était autrefois allumé quotidiennement. La cendre dans la cheminée était récente. Un recueil de poésie était ouvert sur l'accoudoir du fauteuil. Les poèmes rassemblés de Christina Rossetti, Miss Marple, le ramassa doucement et tourna la page. Une violette séchée est tombée. Elle ne s'arrêta pas. Longtemps. Son instinct lui disait que la vérité ne l'attendait pas dans les recueils de poèmes. Elle l'attendait dans un endroit pratique,
là où Rosalind se croyait en sécurité. Elle passa ensuite à la chambre. Elle était simple et bien entretenue. Un lit simple avec une courte pointe bleu pâle, une coiffeuse ancienne avec un tiroir à poignée en laiton et une petite armoire contenant 2 robes soigneusement repassées, toutes 2 modestes et bien coupées. Dans la commode, des vêtements pliés, soigneusement rangés. Miss Marple ouvrit le tiroir du haut. Des bas, des gants, des mouchoirs. Le 2e tiroir, des foulards, une petite Bible usée et, curieusement, une clé, vieille et en fer, glissée dans le pli d'un châle en laine. Miss Marple la prit avec précaution. Elle ne ressemblait à aucune autre clé du cottage, trop démodée pour les portes intérieures, trop grande pour un bureau. Elle la mit dans sa poche. Dans le 3e tiroir, elle trouva une pile de vieilles lettres, la plupart des correspondances banales de femmes du coin, des remerciements pour le thé, des invitations à des garden parties et quelques brèves notes d'une certaine Miss Clarissa Bell, une vieille amie vivant à Bath. Rien de suspect, rien d'urgent. Mais Miss Marple savait depuis longtemps que la vérité se trouve rarement dans l'évidence. Elle s'est déplacée vers le bureau. C'était verrouillé. Non pas avec la clé tournante moderne utilisée sur la plupart des bureaux, mais avec une serrure étroite. Elle sortit la clé en fer qu'elle avait trouvée dans le châle et essaya. Elle fit un clic avec un son satisfaisant. À l'intérieur se trouvait une rangée ordonnée d'enveloppes, chacune sans adresse de retour. Toutes dataient de moins d'1 an, identiques à celles décrites par mademoiselle Croucher au bureau de poste. Elle en a ouvert un. Tapé, simple, impersonnel. Tu ne te libéreras jamais de ce que tu as fait. Je n'ai pas oublié. Et Dieu non plus. Pas de nom. Pas de signature. Elle en a ouvert un autre. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Ton silence ne t'absout pas. Et un autre. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dépasser. Miss Marple s'assit lentement. Il ne s'agissait pas de menaces juridiques. C'était quelque chose de bien plus personnel, teinté de honte, de menaces et de culpabilité. Pas 1, pas 2, mais 12 de telles lettres, toutes des variations sur le même thème. Et cachée en dessous, presque oubliée, se trouvait une enveloppe jaunie, manuscrite, non ouverte. L'écriture était pâle, penchée et manifestement démodée. Miss Marple l'examina à la lumière et lut le nom. Rosalind Hartley, pas Hewitt. Hartley. Une lettre adressée à l'identité que Rosalind avait tenté d'enterrer. Elle brisa le sceau avec précaution et retira la page pliée. Le papier était fin, l'encre était passée, mais les mots sautaient aux yeux. « Rosalind, tu m'avais promis de me rendre le dossier. Je t'avais fait confiance. Quand j'ai vu ton nom disparaître des archives du ministère, j'ai craint le pire, mais maintenant je crois que tu voulais disparaître. La vérité finira par éclater. Vienne n'est plus sûr. Il te surveille. Et je ne peux plus te protéger. Que Dieu nous aide tous les deux. I.M. » Miss Marple resta assise un long moment. Son esprit s'agitait et tournait, comme les rouages d'une belle vieille montre. La lettre confirmait ses soupçons. Rosalind Hartley était impliquée dans une affaire bien plus vaste qu'un simple scandale villageois. Un dossier, probablement confidentiel, voire dangereux, avait disparu avec elle. Vienne. Les réseaux d'espionnage d'après-guerre. L'implication était claire. Rosalind avait fui et changé son nom en Hewitt pour disparaître du monde. Mais quelqu'un, peut-être plusieurs, l'avait retrouvée. Les menaces écrites témoignaient d'une longue et délibérée campagne de pression. Et maintenant, il semblait que cette pression l'avait enfin brisée. Alors qu'elle sortait sous la bruine, elle se retrouva face à face avec l'inspecteur Craythorne, qui était apparemment venu vérifier. « Tu as été occupé, » dit-il en remarquant le sac dans sa main. « J'ai trouvé une lettre, » dit Miss Marple d'un ton neutre. Une lettre qui suggère que Madame Hewitt était en fait Rosalind Hartley, une ancienne fonctionnaire disparue en 1947, avec un dossier gouvernemental confidentiel. Craythorne haussa les sourcils. « Seigneur,
Je crois que quelqu'un la menace depuis un certain temps. Reste à savoir si c'est cette personne qui l'a terrifiée à mort, ou si quelqu'un d'autre est intervenu lorsqu'elle a refusé de céder. » Il la regarda avec un sérieux soudain. « Tu crois que ça pourrait être politique? Des espions ?» Miss Marple secoua la tête. « Je pense qu'il s'agit de quelque chose de plus simple. La trahison et la peur. Peut-être la culpabilité. » Il lui prit délicatement la lettre en parcourant les lignes. « Il faudra parler au ministère de l'Intérieur. »« Je crois que oui, » dit Miss Marple. « Mais avant d'aller chasser les ombres à Vienne, nous ferions mieux de poser quelques questions ici. Je ne crois pas que Rosalinde ait conservé ces lettres par espoir d'absolution. Je crois qu'elle craignait que quelqu'un ne s'impatiente. » Crayton plissa les yeux. « Tu crois que l'une de ces lettres venait de quelqu'un du village ?» Miss Marple esquissa un sourire discret. « Je crois que quelqu'un ici connaissait son vrai nom, et je pense qu'ils attendaient peut-être qu'elle glisse. » Cette nuit-là, Marlécombe était redevenu silencieux, mais d'un silence fragile, comme la surface d'un étang gelé. Sous lui tourbillonnaient des secrets, certains anciens, d'autres mortels. Miss Marple s'assit de nouveau près du feu, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur les flammes. La lettre à Rosalind Hartley, Gisita, côté d'elle. Trop d'inconnus subsistaient. Qui était E.M.? Que contenait réellement le dossier disparu? Et quel rôle le villageois, la gentille et endormie Marlécombe, avait-il joué dans cette tragédie? Elle leva les yeux vers l'horloge. Il était temps de remuer l'eau. Chapitre 6. L'erreur de la maîtresse de chœur. La salle paroissiale de Marlécombe était un élégant bâtiment en pierre, bien que légèrement exposé au courant d'air, qui existait depuis plus d'un siècle, et avait été le théâtre de nombreuses fêtes de village, réceptions de mariage et brocantes les jours de pluie. Ce mardi après-midi, elle résonnait faiblement des harmonies fausses de la chorale féminine de l'église, ou du moins de ce qu'il en restait, après la récente vague de malaise. La moitié des altos avaient trouvé des raisons de rester chez eux, invoquant des maux de tête, des rhumatismes ou une étrange sensation dans l'air. Miss Marple se tenait au fond, enveloppée dans un manteau gris pâle et une douce écharpe de laine irlandaise. Elle n'était pas venue pour la musique, qui était assez épouvantable, mais pour la femme qui la dirigeait. Mademoiselle Millicent Frowley, vieille fille, professeure de piano et maîtresse de chœur pendant plus de 20 ans, était une femme vive, aux mœurs fermes et aux cheveux bouclés. Elle tapotait le pupitre avec un crayon bien taillé. « Mesdames, si nous pouvons, s'il te plaît, entrer ensemble au refrain. Madame Kelsey, vous n'êtes pas chantant dans la bonne tonalité, et je dois vous demander de ne pas inventer votre propre harmonie. » Miss Marple attendit que le chant se termine dans un crescendo incertain, et que les femmes commencent à se disperser par 2 ou 3, discutant de recettes de génoises et d'habitudes de rationnement du passé, comme si le village n'avait pas récemment perdu un paroissien de façon sinistre. « Mademoiselle Frowley, » dit-elle en s'avançant avec le sourire chaleureux de quelqu'un habitué à charmer même les personnalités les plus réservées. « Puis-je vous dire un mot, si cela ne vous dérange pas trop ?» Millicent Frowley se retourna, surprise mais pas mécontente. Miss Marple, bien sûr. « Pardonnez-moi pour la voix stridente. Nous avons eu une semaine difficile. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. « J'imagine que la voix à la messe du dimanche n'a pas arrangé les choses. » Les lèvres de mademoiselle Frowley se pincèrent. « C'est tout à fait honteux. Quelqu'un avec beaucoup trop d'intelligence et beaucoup trop peu de décence. »« Je suis tout à fait d'accord, » dit doucement Miss Marple. « Mais je me demandais... Vous connaissiez bien Madame Hewitt, n'est-ce pas ?» Millicent renifla. « Aussi bien que quiconque. Rosalinde n'était pas ce que j'appellerais une personne ouverte. Elle avait une jolie voix d'alto, quoique un peu plate dans les aigus, fiable, ponctuelle, respectueuse. Mais... » Elle marqua une pause, baissant légèrement la voix. Il y avait des choses qu'on remarquait, telles que... Elle ne participait jamais au goûter après la chorale. Elle déclinait toujours les invitations. Un jour, je lui ai proposé de la raccompagner chez elle, et elle m'a répondu sèchement qu'elle préférait y aller seule. On aurait dit qu'elle craignait même la gentillesse.
Miss Marple hocha lentement la tête. Et a-t-elle déjà reçu des visiteurs à la salle? Quelqu'un est-il venu la chercher? Millicent fronça les sourcils. Pas que je me souvienne. Quoique... Elle fronça les sourcils en ajustant ses lunettes. Il y avait un homme. Une fois. Je crois que c'était il y a 2 mardis. Il est entré dans la salle après la répétition. Rosaline s'était attardée. Elle restait parfois pour me parler du répertoire des cantiques. Cet homme est arrivé tout à coup et a demandé à la voir par son nom. Miss Marple sentit son souffle s'arrêter. Et elle a semblé surprise de le voir. Millicent hésita. Pas surprise, effrayée. Ce seul mot tomba comme une pierre entre eux. « As-tu entendu de quoi ils ont parlé ?»« Non. Ils sont allés dans l'arrière-salle. Elle est sortie seule. Elle était pâle, perturbée. Elle a dit qu'elle devait partir. Pouvez-vous le décrire ? La quarantaine, peut-être. Boitait légèrement. Une cicatrice sur le visage. Lèvres fines. Très calme. Poli mais froid. » Millicent jeta un coup d'œil à Miss Marple. « C'est lui qui... » »« Non, » répondit Miss Marple avec fermeté. « Il était en colère, peut-être même vengeur. Mais je crois qu'il n'était venu que pour la vérité. Quelqu'un d'autre avait un autre objectif. » Millicent lui lança un regard interrogateur. « Tu crois qu'elle a été tuée ?»« Je crois qu'elle est morte de peur, » répondit Miss Marple. « Et la peur, Miss Frawley, peut être aussi mortelle qu'un poison. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple s'assit de nouveau près du feu dans le salon de Lucie. Le léger tic-tac de l'horloge était le seul bruit, hormis le crépitement des flammes. Un plateau de thé et de scones refroidissait sur la table, intact. Elle ouvrit un petit carnet relié en cuir qu'elle emportait avec elle lors de ses visites. Sur ces pages, écrites d'une écriture penchée et méticuleuse, se trouvait une liste. Rosalind DeWitt, anciennement. Rosalind Hartley, nom réel caché disparu en 1947. Dossier manquant à Whitehall. Une lettre de U.M. indique une dissimulation d'espionnage ou de trahison. Lettre de menace pendant 1 an. Visité par Robert Lane, fils de l'homme accusé en 1947. Événement. Voix dans l'église. Elle ne sortira jamais d'ici vivante. Rosalind décède moins de 24 heures plus tard. Dispositif de haut-parleur découvert. Une lettre de E.M. confirme son identité. Aucune amitié ou ennemi local connu. Du moins, c'est ce qu'il semble. Nouvel indice de Miss Frawley. L'homme est apparu plus tôt que prévu. Réunion privée. Rosalind secouée. Miss Marple a souligné cette dernière note à 2 reprises. Son regard s'attarda sur le feu. La femme avait vécu discrètement, inaperçue. Et pourtant, autour d'elle, les machines ne s'étaient pas arrêtées. Même après des décennies, quelqu'un s'en était souvenu. Quelqu'un avait observé. Et quelqu'un avait agi. Elle repensa à l'écriture de la lettre de U.M., grinçante, démodée, probablement masculine. Le contenu était urgent mais personnel. Et maintenant quelque chose la dérangeait, quelque chose de vague. Elle alla chercher les lettres, la pile de menaces dactylographiées sur le bureau de Hazel Cottage. Aucune n'était signée. Aucune ne contenait de détails personnels. Mais une chose retint son attention maintenant qu'elle les voyait ensemble. Chaque enveloppe portait un léger filigrane. Papeterie Bexley Hall, Londres, 2VE1. Ce n'était pas le genre de papier vendu dans les boutiques de village, certainement pas celui de Marleycombe, sauf si, à moins que quelqu'un ici n'ait des raisons de conserver des liens avec Londres, ou que quelqu'un y ait vécu et y ait apporté des habitudes avec lui. Elle se leva brusquement et se dirigea vers le petit meuble près du bureau, où Lucie conservait correspondance et invitations. Elle en sortit une enveloppe adressée à la Société littéraire des Dames de Marleycombe. Le même filigrane. Son souffle s'arrêta. L'en-tête était de la main de Madame Clarissa Bell, la vieille amie de Rosalind Abbott, mais l'enveloppe portait le journal de Londres. Pourquoi ? Clarissa avait vécu à Londres. Elle utilisait peut-être simplement des restes de papeterie. Mais et si... Miss Marple retourna à la chaise et s'assit lentement.
Clarissa Bell écrivait à Rosalind depuis près d'1 an, des lettres polies, sur un ton amical. Mais et si c'était une couverture? Et si Claristu le savait depuis le début? Et si le gentil ami de Bath avait été l'expéditeur de ces messages menaçants? Le lendemain, mademoiselle Marple demanda à Lucie de téléphoner à Clarissa Bell, sous prétexte poli de la remercier pour ses condoléances. Mademoiselle Marple écouta attentivement la version de Lucie, mais quelque chose dans le ton du visage de Lucie la fit intervenir. « Puis-je lui parler, ma chère ?» Lucie a remis le récepteur. « Mademoiselle Bell, » dit joyeusement mademoiselle Marple, « ici Jane Marple. J'espère ne pas vous déranger. » « Oh, pas du tout, Miss Marple. Je pensais justement à la pauvre Rosalind. »« Oui, une fin tragique, même si elle n'était pas totalement inattendue, si l'on connaissait toute l'histoire. » Il y eut un silence. « Je vous demande pardon. Tu as dû ressentir un conflit en lui écrivant pendant tous ces mois. Tu étais la seule à utiliser le nom de Rosalind Hartley, n'est-ce pas ?» Un autre silence. Puis, « J'ai bien peur de ne pas comprendre ce que vous voulez dire. »« Oh, mais si, » dit doucement Miss Marple. « Vous n'avez signé aucune des lettres dactylographiées, bien sûr, et vous avez utilisé un papier à lettres différent. Mais pas un papier différent? Machine à écrire, je suppose. Et les gens oublient. Les machines à écrire ont aussi des empreintes digitales. » Un souffle aigu à l'autre bout. « Vous n'avez jamais eu l'intention de lui faire du mal, mademoiselle Bell, juste de l'effrayer, juste de la punir. » Il y eut un silence. Puis doucement. « Elle a ruiné une vie, celle de mon frère. »« Je vous crois, » dit Miss Marple, « mais je pense que vous n'étiez pas seule dans votre colère. » Et c'est cela, réalisa-t-elle en raccrochant le récepteur, qui était la clé, parce que les lettres de Miss Bell avaient à laisser des traces. Le véritable tueur, celui qui avait placé la voix dans l'église et programmé son écho pour terroriser Rosalind et la faire mourir, cette personne avait assisté au déroulement du jeu et avait frappé au bon moment. Chapitre 7. Le secret du presbytère. Au matin du 7e jour depuis la mort de Rosalind Hewitt, le vent tourna. Le ciel, qui avait passé des jours à pleurer sous une bruine discrète, s'ouvrit alors en de longs rayons de lumière qui s'étendirent sur Marleycombe, comme une bénédiction retenue puis rendue. Mais Miss Marple, tout en laçant ses bottes et en glissant un petit carnet dans son sac à main, ne se souciait pas du temps. Elle s'inquiétait d'une voix. La voix venue de nulle part, et plus précisément, la personne qui avait fait ça vient de nulle part. Il était désormais clair que l'engin retrouvé dans les chevrons n'avait pas été placé là par Rosalind Hewitt. Elle en était la cible, et non son architecte. Mais quelqu'un à Marleycombe, avait pris le temps, l'habileté et l'audace de faire entrer clandestinement un orateur dans l'espace le plus sacré du village et de diffuser une menace en plein jour. À Marleycombe, rares étaient ceux qui possédaient les compétences techniques nécessaires pour assembler un tel engin. Encore moins ceux qui avaient accès à l'église en dehors des heures de culte. Miss Marple se demandait de plus en plus qui pouvait bien être l'un d'eux. C'est pourquoi, ce matin lumineux, elle marcha d'un pas décidé vers le presbytère Saint-Bède. Le révérend Amos Carmichael était un homme réfléchi d'une 60aine d'années, avec une chevelure grise clairsemée, des lunettes souvent perchées au bout du nez, et une habitude de terminer les phrases par de longues pauses, comme si la vérité pouvait surgir naturellement si on lui laissait la place d'apparaître. Il accueillit Miss Marple dans le salon du presbytère avec un doux signe de tête, et lui offrit une tasse de thé qu'elle accepta, mais pas par soif. « J'espère que je ne suis pas arrivée à un mauvais moment, » dit-elle en s'installant au bord d'un fauteuil en cuir boutonné. « Pas du tout, » répondit le révérend Carmichael en lui versant une tasse. « J'avoue que je voulais parler à quelqu'un de sensé. Cette histoire avec Madame Hewitt, Rosalind, devrais-je dire, a laissé une ombre sur le village. » Miss Marple accepta la tasse de thé, la remua une fois et soutint son regard d'un air neutre. « Et sur l'église aussi, j'imagine. » Le vicaire soupira. « Tout à fait. Le haut-parleur.
Quelqu'un a dit qu'il avait dû être dissimulé pendant la répétition, mais cela suggère une préméditation, une profonde familiarité. Cela m'effraie, Miss Marple, l'idée que quelqu'un puisse profaner un lieu censé offrir un refuge. Vous étiez visiblement secoué, observa Miss Marple, lorsque la voix s'est fait entendre. Le vicaire hocha la tête. Parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai supposé, peut-être irrationnellement, qu'il s'agissait d'un avertissement divin. Un instant plus tard, j'ai soupçonné une malice. Mais maintenant, il secoua la tête. Maintenant je me sens vieux et incertain. Puis-je demander, dit-elle doucement, qui a les clés de l'église? Le révérend Carmichael réfléchit. Moi, bien sûr. Millicent Frawley pour les répétitions de la chorale. Monsieur Pettifer, l'organiste. Et Madame Dean, qui aide à la composition florale et au ménage. C'est tout. Miss Marple nota mentalement chaque nom. Serait-il possible de reproduire une clé? Peut-être. Mais pourquoi le ferait-il? En effet, murmura Miss Marple, à moins qu'il ne croie que quelque chose de sacré a déjà été profané et qu'il cherche à y remédier par des moyens moins conventionnels. Le vicaire se pencha en arrière, plissant les yeux. Tu crois que quelqu'un a cru que la présence de Rosalind était... Quoi? Un fléau? Miss Marple regarda dans sa tasse de thé. Ça dépend de ce qu'il savait, ou de ce qu'il pensait savoir. Elle laissa le silence s'installer entre elles, jusqu'à ce qu'elle demande enfin « Rosalind vous a-t-elle jamais confié quelque chose, révérend? A-t-elle jamais avoué quelque chose qui l'ait bouleversé ?» Une ombre passa sur son visage. Il se leva, s'approcha de la cheminée et posa une main sur le manteau. Sa voix baissa d'un ton. Elle est venue me voir 2 semaines avant sa mort. Elle était troublée, désemparée en fait. Elle m'a demandé si la confession était contraignante, non pas au sens catholique du terme, mais spirituellement. Elle a dit « Si je vous dis la pire chose que j'ai jamais faite et que vous me pardonnez quand même, cela signifie-t-il que Dieu me pardonnera aussi ?» Miss Marple ne dit rien. Elle savait qu'il fallait attendre. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, poursuivit le vicaire, seulement qu'il s'agissait d'un homme mort injustement et qu'elle avait protégé quelqu'un de puissant, quelqu'un de dangereux. Elle a dit avoir vécu sous un faux nom pendant plus de 30 ans. Elle t'a dit son vrai nom? Oui. Rosalind Hartley. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit qu'aucun péché ne pouvait être oublié, qu'elle avait le droit de rechercher la paix. Il détourna le regard. Elle a ri, amèrement. Elle a dit que la paix était une chose qu'elle ne retrouverait jamais. Et puis, elle n'est plus jamais revenue. Lorsque Miss Marple quitta le presbytère, ses pas étaient plus lourds que d'habitude. L'air était devenu frais. Elle s'arrêta sous le châtaignier bourgeonnant, devant le portail en fer, et réfléchit à ce qu'elle venait d'entendre. Rosalind avait avoué en esprit, sinon en détail. Elle savait que le danger approchait, mais la confession était arrivée trop tard, ou quelqu'un avait veillé à ce qu'elle le reste. Elle était presque arrivée sur la route principale lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Mademoiselle Marple !» Elle se retourna. C'était Madame Felicity Dean, l'assistante du vicaire et fleuriste. Elle était essoufflée, les joues rouges, serrant une petite boîte. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Felicity d'une voix tendue. « Dans le placard de la sacristie. » Miss Marple haussa un sourcil. « Vraiment? Je ne le cherchais pas. Vraiment. Je réarrangeais juste les lits de Pâques. Et j'ai heurté un balai. Derrière, il y avait ceci. » Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, enveloppé dans un mouchoir, se trouvait un deuxième orateur, presque identique à celui trouvé précédemment. Petit, gris, relié à un récepteur sans fil avec un numéro de série imprimé. Miss Marple l'examina attentivement. « Où avez-vous trouvé ça exactement ?»« Derrière l'étagère la plus basse, cachée par des recueils de cantiques. » Miss Marple expira. « Il y avait donc 2 appareils. » Felicity était pâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que quelqu'un voulait être certain leur message serait entendu, même en cas de défaillance d'un orateur. Un remplaçant. Très professionnel.
Et la police ? Je les informerai. Elle marqua une pause. Madame Dean, puis-je vous demander, vous souvenez-vous avoir vu quelqu'un entrer dans l'église samedi, la veille de la messe ? Félicité hésita. Seulement le pasteur. Il préparait son sermon. Je lui ai apporté du thé. Il semblait tendu. Miss Marple ne dit rien pendant un moment. « Merci, ma chère, dit-elle enfin. Tu m'as été d'une grande aide. » Ce soir-là, Miss Marple était assise devant la cheminée, le deuxième orateur posé délicatement à côté d'elle sur la table. Elle reprit son carnet et nota une nouvelle liste. Détenteur des clés de l'église Saint-Bède, Révérend Carmichael, Mademoiselle Millicent Frowley, M. Luc Pettifer, organiste, Madame Felicity Dean, compétences techniques connues. Pettifer fonctionne avec du matériel audio, inconnu pour les autres indices comportementaux. Le révérend Carmichael, conscient du passé de Rosalind, visiblement ébranlé Frowley, discipliné, respectueux des règles. Pettifer, doux, oublieux, Dean, émotionnellement ouvert, aucun motif visible. Elle fixa la page pendant un long moment. Et puis elle a dessiné un petit cercle autour du nom du révérend Carmichael. Serait-ce possible ? Un homme d'église, un homme qui avait écouté les craintes de Rosalind, qui avait gardé sa honte secrète. Pouvait-il être capable de la conduire à la mort ? Elle se leva, les articulations raidies, et se dirigea vers le buffet. Là, parmi ses affaires, se trouvait la lettre que Rosalind avait reçue, celle adressée à Rosalind Hartley. Elle la rouvrit et la relut pour la 10e fois. La signature, .em, révérend ET, Carmichael. Pourrait-il en être l'auteur ? L'avait-il averti, non pas en tant que berger des âmes, mais en tant que quelqu'un qui connaissait la vérité qu'elle avait tant essayé d'enterrer ? Miss Marple se retourna lentement, la lumière du feu projetant des ombres vacillantes à travers le salon. Elle ne croyait plus que la voix dans l'église avait été uniquement destinée à servir d'avertissement. C'était un verdict. Et maintenant, elle allait devoir le prouver. Chapitre 8. Le sermon qui n'a pas été prêché. Il n'était pas dans la nature de Miss Marple d'accuser sans certitude. Au fil des décennies, et de plus de morts que la bonne société ne voulait bien l'admettre, elle avait appris le terrible poids que représentait le fait de pointer du doigt trop tôt. Alors, lorsque l'idée lui vint, froide et silencieuse comme une brume au-dessus des collines, que le révérend Amos Carmichael avait peut-être orchestré la mort d'une femme depuis sa chair, elle ne l'exprima pas à voix haute. Pas encore. Elle la retourna comme une pierre dans sa poche, en examinant sa forme et son poids. Elle savait ce dont elle avait besoin. Des preuves. Pas seulement des indices circonstanciels ou des confessions murmurées. Des preuves. Quelque chose de concret. Et si ses soupçons étaient fondés, si le révérend avait caché plus que le fardeau d'une âme, alors la vérité serait cachée non pas au grand jour, mais là où seule une personne comme Miss Marple penserait à chercher, dans ses sermons. Le lendemain matin, tôt, Miss Marple retourna à Saint-Bède. L'église était silencieuse, le chant des oiseaux adouci par les vieilles pierres. Elle n'était pas seule. La porte latérale était déverrouillée, comme d'habitude le mercredi, lorsque Madame Dean vint rafraîchir les fleurs et astiquer les cuivres en prévision de la messe du soir. Madame Dean l'accueillit avec un sourire chaleureux mais las. « Encore vous, Miss Marple ? » « Je commence à m'attacher à cet endroit, » répondit Miss Marple, et ce n'était pas tout à fait faux. « J'espérais voir le révérend. Est-il là ? » « Il est à la sacristie, » dit Felicity en jetant un coup d'œil vers le couloir latéral. « Il y est depuis toute la matinée. Il dit qu'il réécrit le sermon de dimanche. Il n'a pas pu dormir la nuit dernière. » Miss Marple la remercia et s'avança lentement dans le couloir. Elle s'arrêta devant la sacristie, frappa une fois et attendit. « Entrez, » dit la voix du révérend. La sacristie sentait le moisi et le cirage à la lavande. Des étagères de livres de cantiques bordaient un mur, et un bureau était posé sous un vitrail représentant Saint-Pierre avec ses clés. Le révérend était assis derrière le bureau, des papiers étalés devant lui.
Il paraissait fatigué, plus vieux qu'elle ne l'avait jamais vu, avec de profondes cernes sous les yeux. « Miss Marple, dit-il, y a-t-il autre chose ?»« Il y en a toujours plus, répondit-elle doucement. Puis-je m'asseoir ?» Il fit un geste vers la chaise en bois en face de la sienne. « J'ai réfléchi, dit-elle, au sermon. » Le révérend sourit faiblement. « Ce n'est pas un sujet d'interrogatoire habituel. »« Ni par culpabilité, dit Miss Marple à voix basse. Mais parfois, la vérité se glisse entre les mots, ou derrière eux. » Il ne dit rien, mais ses mains, qui étaient jointes sur le bureau, bougèrent légèrement. « Tu m'as dit que Rosalind était venue te voir, qu'elle avait en partie avoué. Tu l'as réconfortée. J'ai fait ce que j'ai pu. » Et puis quelqu'un a placé une voix au-dessus de son banc, prononçant des paroles de faim et de malheur. Elle se pencha légèrement en avant. « Était-ce le seul sermon que vous ayez écrit cette semaine-là, révérend ?» Un battement, un silence. Puis le révérend se leva de sa chaise et se dirigea lentement vers l'armoire verrouillée derrière le bureau. Il en sortit une liasse de pages reliées par un ruban et retourna à son bureau. « Ceci, dit-il doucement, était la première version. » Il dénoua le ruban et passa la première page à Miss Marple. Le texte ressemblait à un sermon, chargé de phrases bibliques et d'une cadence pastorale, mais sous le langage religieux se cachait quelque chose d'autre, quelque chose de brûlant. Il y a des péchés qui ne sont pas payés par la prison ou l'argent. Il y a des mensonges qui volent plus que la vérité. Ils volent la paix. Lorsqu'une âme bâtit sa vie sur un faux nom, elle marche avec le diable, même si elle s'agenouille en prière. Et parfois, dans la maison de Dieu, la justice doit être dite à haute voix. Miss Marple lisait en silence, ses doigts se resserrant légèrement sur la page. « Tu as écrit ça avant dimanche ?»« Oui. »« Mais vous ne l'avez pas livré ?»« Non. » Il regarda par la fenêtre, évitant son regard. « Je ne pouvais pas. Je trouvais ça trop direct, trop dangereux. » Dangereux. Pour qui ? Pour moi, pour elle, pour le village. Il se tourna vers elle, le regard fatigué. « Mademoiselle Marple, je ne voulais pas la mort de Rosalind. Je voulais seulement qu'elle affrontait ce qu'elle avait fait. Je croyais que si elle entendait ces mots, si elle pensait qu'ils venaient du ciel lui-même, elle pourrait venir à l'autel, enfin libérée de tout fardeau. Tu croyais qu'elle avouerait ? J'ai prié pour qu'elle le fasse, mais elle ne l'a pas fait. Elle a quitté l'église en silence et cette nuit-là, elle est morte. » Il s'enfonça dans son fauteuil. « J'ai fait installer le premier haut-parleur la veille, » a-t-il expliqué. « Monsieur Petitfer m'a aidé. Il pensait que c'était un test sans fil pour améliorer le son. Je l'ai placé au-dessus des bancs. J'ai rédigé le message vocal moi-même et je l'ai fait enregistrer par un technicien de Norbury, de façon anonyme. » Les yeux de Miss Marple restèrent immobiles. « Et le deuxième intervenant ? » « Je n'ai pas installé de deuxième enceinte. » Miss Marple perdit son souffle. « Quelqu'un d'autre, dit-elle lentement, a fait une sauvegarde. »« Oui, » murmura le révérend. « Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un qui ne voulait pas la rédemption, seulement le châtiment. » Elle se leva, le cœur battant d'une froide clarté. « Et maintenant, nous vivons un véritable tournant. »« Vas-tu me dénoncer ?» demanda-t-il. Elle le considéra. « Pour faute morale ? Peut-être. Pour meurtre ? Pas encore. » De retour à Helms Lane, Miss Marple a mis à jour son carnet avec une précision calme. Révérend Amos Carmichael. Confession. A écrit un sermon de condamnation au parleur installé avec l'aide de Petitfer, sans le savoir. Je n'avais pas l'intention de mourir. J'avais l'intention de faire une confession spirituelle. Crois que quelqu'un d'autre a ajouté un deuxième locuteur. Donc, il y a deux conspirateurs. L'un signifiait un avertissement. L'autre signifiait la mort. Elle marqua une pause, puis ajouta « Question. Qui d'autre avait accès à l'église et savait le secret de Rosalind ?» Il était temps de poser une question que personne n'avait encore posée. Pas OMS détestait Rosalind, mais OMS avait-elle quelque chose à perdre si son histoire devenait publique ?
Ce soir-là, Miss Marple assista à la réunion de la Société littéraire à la salle des fêtes. Les habitués étaient là. Millicent Frawley, Madame Plum, Felicity Dean et M. Hargrove. Le thé fut servi avec un biscuit Victoria décevant. Mais Miss Marple observait quelqu'un de nouveau. Luc Pettifer, l'organiste. Il se tenait seul près de la table d'angle, s'occupant de ses lunettes, parlant peu. Elle s'approcha de lui doucement. « Monsieur Pettifer, dit-elle, j'ai réfléchi au système audio de Sandbed. » Il leva les yeux, nerveux. « Oh, il y a un problème. Pas faux, mais curieux. Vous avez aidé le révérend à installer un haut-parleur, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. Il a dit que c'était pour un nouveau système de boucle, pour les malentendants. Et il ne t'a jamais dit ce que c'était vraiment pour ? Non, répondit-il. On m'a juste dit de le monter avant le service du dimanche et de ne pas en parler. Quelqu'un d'autre vous a-t-il parlé d'équipement d'église au cours du mois dernier ? Il hésita. Eh bien, il rougit. Madame Frawley. Elle m'a demandé un jour comment fonctionnait le micro. Elle pensait que ça aiderait à équilibrer le cœur. Et a-t-elle touché le système ? Je l'ai laissé régler le volume une fois, oui, c'est tout. Miss Marple sourit gentiment. Merci, monsieur Pettifer. Vous m'avez été d'une grande aide. Cette nuit-là, Miss Marple plaça une nouvelle feuille dans son carnet et écrivit une seule phrase. Millicent Frawley savait où se trouvait l'orateur, et elle avait la deuxième clé. Elle ferma lentement le carnet et regarda vers le foyer, où le feu brûlait doucement. Le piège était prêt, et très bientôt, elle le ferait éclater. Chapitre 9. Thé et trahison à la salle paroissiale. L'invitation était écrite à la main, en cursive parfaite, sur un épais papier crème légèrement parfumé à la lavande. Chaque mot portait un message simple et discret. Cher non, vous êtes cordialement invité à prendre le thé à la salle paroissiale de Marlécombe, vendredi après-midi à 16h. Un petit moment de convivialité et de partage en cette période de tristesse. Avec mes plus sincères salutations, Jane Marple. Elle en envoya un à chacun des noms soigneusement entourés dans son carnet. Mademoiselle Millicent Frawley, Madame Felicity Dean, Monsieur Luc Pettifer et le révérend Amos Carmichael. Non pas comme suspects, du moins pas ouvertement, mais comme villageois méritant thé et gentillesse. Et peut-être, juste peut-être, comme des gens qui n'ont pas pu résister à révéler ce qu'ils souhaitaient cacher. La salle paroissiale de Marlécombe avait été le théâtre de nombreux rassemblements, mais ce thé était différent. Pas de guirlandes, pas de chants, pas de longues tables de scones et de confitures. Juste une table modeste, 4 chaises, un service à thé en argent que Miss Marple avait emprunté au placard fermé à clé de Lucie, et une assiette de son excellent gâteau aux graines, autrefois loué par un évêque, et qui, disait-elle souvent en plaisantant, pouvait délier la langue de n'importe quel pécheur, même pas d'un criminel endurci. Ils arrivèrent un par un, ponctuels à la minute près. Mademoiselle Frawley d'abord, droite et parfumée à la lavande, arborant son air d'autorité habituel, puis Monsieur Pettifer traînant les pieds et hésitant, les lunettes embuées par la promenade, puis Felicity Dean, silencieuse, le sourire plus terne que d'habitude, et enfin le révérend Carmichael qui semblait ne pas avoir fermé l'œil depuis le dernier sermon. Miss Marple les salua tous chaleureusement, servit le thé avec des mains expertes et fit des remarques douces sur le temps, la floraison précoce des roses et le regrettable déclin de la décence dans les dernières pièces radiophoniques. Ce n'est qu'à la 2e tasse qu'elle a frappé. « Je trouve vraiment curieux, » dit-elle en coupant le gâteau de graines avec une précision minutieuse, « la rapidité avec laquelle les choses commencent à se défaire lorsqu'un seul mensonge est dérangé. » Il y eut un silence. Felicity leva les yeux. Millicent Frawley se raidit légèrement sur sa chaise. « Oh oui, » poursuivit joyeusement Miss Marple en offrant une part au révérend. « J'ai toujours dit qu'un mensonge est comme un fil tendu sur un pull finement tricoté. Un seul coup, et tout peut s'écrouler. » « À quoi faites-vous exactement référence, Miss Marple ?»«
demanda Miss Frawley d'un ton poli, mais tranchant. Miss Marple sourit doucement. À Rosalind, bien sûr. Ou devrais-je dire, à Rosalind Hartley. Monsieur Pettifer cligna des yeux. Ce n'était pas son vrai nom? C'était le cas, avant qu'elle ne change les choses. Elle a disparu après la guerre, vous savez. Elle a complètement disparu. Elle a emporté un secret avec elle. Le révérend toussa. La tasse de thé de mademoiselle Frawley trembla légèrement lorsqu'elle la posa. Je suppose, poursuivit Miss Marple en joignant les mains, qu'elle pensait avoir échappé à son passé. Et peut-être l'avait-elle fait, jusqu'à ce que quelqu'un lui envoie une voix d'en haut. Elle ne sortira jamais d'ici vivante. Si cruelle, si théâtrale. Felicity était pâle. Miss Marple, dites-vous qu'elle a été assassinée? Je dis, dit Miss Marple, la voix désormais ferme, son sourire disparu, qu'elle a été terrorisée à mort, par une campagne de pression, par des lettres, et par une condamnation publique destinée à la faire s'effondrer. Elle tourna son regard sans broncher vers Miss Frawley, et quelqu'un a placé un deuxième haut-parleur, un remplaçant, caché dans le placard de la sacristie, derrière les recueils de cantiques. Ce n'était pas l'œuvre du révérend, c'était celle de quelqu'un d'autre. Millicent Frawley émit un petit rire essoufflé. « M'accusez-vous de quelque chose, Miss Marple ?»« Je vous invite, » répondit Miss Marple, « à expliquer pourquoi vous avez demandé à M. Pettifer comment fonctionnait le système audio. » La mâchoire de Millicent se serra. « J'ai demandé par curiosité. Tu réglais les commandes, tu manipulais le matériel, tu avais la clé de l'église, et tu étais souvent le dernier à quitter la répétition. Tu avais le temps, et un mobile. Motif? Le mot siffla dans la bouche de mademoiselle Frawley. Quel mobile aurais-je pour effrayer cette femme? Parce que tu savais qui elle était, ou du moins, tu soupçonnais. Voyez-vous, mademoiselle Frawley, se pencha mademoiselle Marple, vous avez vous-même travaillé au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Il y a longtemps, comme employé? Il y eut un silence stupéfait. Même le révérend parut surpris. « Comment le sais-tu » murmura Millicent. « Evelyn Thorne, bibliothécaire retraitée de Londres, est une amie très chère. Elle a une excellente mémoire pour les registres d'emploi. Vous et Rosalind étiez au même étage, dans des services différents, mais dans le même bâtiment. Je crois qu'elle vous a vu une fois, il n'y a pas longtemps, et qu'elle vous a reconnu. C'est ce qui l'a effrayée. » Les lèvres de Millicent s'amincirent. Son regard se porta sur le révérend, puis sur Felicity. Monsieur Pettifer semblait complètement perdu. « Elle a volé quelque chose, » dit doucement Millicent. « Oui, » acquiesça Miss Marple, « un dossier, ou la connaissance d'un dossier, quelque chose de précieux, quelque chose qui a amené quelqu'un d'autre, votre ami, je crois, être accusé à tort. Ai-je raison ?» Millicent hocha la tête d'un seul coup. Sa voix, lorsqu'elle entendit ce signe, était sèche et basse. Edith Melrose. Elle était comme une sœur pour moi, brillante, honnête. Elle a été renvoyée et déshonorée après le témoignage de Rosalind. Hartley, je veux dire. Et puis elle a disparu. Rosalind a disparu aussi. Ça a ruiné sa vie. « Alors vous l'avez suivie ici ?» demanda le révérend Carmichael étonné. Au début, je ne savais pas que c'était elle, mais elle m'était familière, sa façon de parler, sa démarche. Et puis, un jour, j'ai vu le nom Hartley sur une enveloppe par hasard, tomber devant l'église. Mon sang s'est glacé. « Et donc vous lui avez écrit des lettres, » dit Miss Marple, menaçante, insistante. Je voulais qu'elle avoue, reconnaître ce qu'elle avait fait, mais elle ne l'a pas fait, même pas quand la voix est venue. Je n'ai jamais voulu qu'elle aille. Mais quelqu'un d'autre l'a fait, dit Miss Marple d'une voix grave. Millicent s'est figée. Quoi? Miss Marple regarda le révérend Carmichael. Vous avez dit avoir installé un haut-parleur. Mademoiselle Frawley a placé le deuxième, mais quelqu'un a dû le faire, activer. Quelqu'un devait appuyer sur le bouton au bon moment, pendant l'hymne. Un interrupteur à distance. Elle se tourna lentement. Et la seule personne dans l'église, debout devant le panneau de contrôle, avec un accès facile au système à ce moment précis,
était l'organiste. La tasse de thé de M. Petitfer glissa dans sa main et tomba au sol sans se briser. « Je ne savais pas ce que ça donnerait dire, » murmura-t-il. « Elle m'a dit que c'était une balance, juste un test. » L'expression de Miss Marple s'adoucit. « Qui vous l'a dit, Monsieur Petitfer ?» Il se tourna vers Felicity Dean. Tout le monde regardait. Félicité resta assise, immobile, les mains toujours jointes autour de sa tasse. « Félicité ?» demanda le révérend stupéfait. Miss Marple parla doucement. « Tu as toujours été gentil avec Rosalinde, mais la gentillesse peut être trompeuse. Et tu avais un mobile que personne ne soupçonnait. Toi étais la personne que Rosalinde avait protégée. Toi, c'était la véritable fuite, celle qui a transmis l'information. Rosalinde t'a protégée. Elle a menti pour toi. Elle a disparu pour toi. » Le visage de Felicity se décomposa. Ses yeux brillaient de fureur et de larmes. « Elle a promis de ne jamais rien dire, » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle a dit qu'elle me pardonnait, mais elle est venue voir le révérend. Je l'ai vue, je l'ai entendue. Elle allait tout avouer, et j'allais perdre. Tout. »« Vous avez placé le deuxième haut-parleur, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez chronométré l'émission. Vous l'avez poussée à bout, non pas avec violence, mais avec peur. » Les mains de Felicity tremblaient. « Elle allait détruire la vie que j'avais construite. Elle a donné sa vie pour protéger la vôtre, » dit Miss Marple, « et vous l'avez récompensée par la terreur. » Pendant longtemps, il n'y eut que le silence. Puis le révérend Carmichael se leva, la voix grave. « Mademoiselle Dean, je dois vous demander de m'accompagner à la gare. » Felicity n'a pas résisté. Elle a simplement baissé la tête et s'est mise à pleurer. Ce soir-là, Marlécombe reposait silencieusement sous une pluie fine. La vérité avait enfin fait surface, et la voix venue de nulle part avait trouvé sa source, non pas au ciel, ni dans la vengeance, mais dans une trahison née du désespoir. Miss Marple s'assit une fois de plus près du feu, son tricot sur ses genoux, une tasse de cacao à côté d'elle. Quelque part dans le village, la paix commençait à s'installer à nouveau. Mais elle le savait, ce n'était pas sans cicatrice. Chapitre 10. L'enterrement silencieux. C'était un jeudi matin comme on n'en trouve que dans les villages anglais. Des nuages légers flottaient comme de la dentelle dans un ciel pâle. Le chant des oiseaux filtrait à travers les haies humides, et un silence plus empreint de recueillement que de tristesse régnait sur Marlécombe. Les villageois se rassemblaient en petits groupes solennels, marchant lentement vers l'église Saint-Bède, non pas pour une cérémonie, ni pour un mariage, ni pour une action de grâce, mais pour le rituel silencieux et ultime du repos éternel. Rosalind Hewitt, ou plutôt Rosalind Hartley, devait être enterrée dans le cimetière de Marlécombe, sous le vieil if qui projetait de longues ombres tordues sur les pierres tombales. Elle n'avait pas de famille pour la réclamer. Aucune personne en deuil n'était arrivée de loin. Et pourtant, l'église était presque pleine. Miss Marple pensait souvent qu'il y avait quelque chose dans la mort qui éveille le sens du devoir, même chez ceux qui connaissaient à peine le défunt. Peut-être était-ce la culpabilité, peut-être la peur, peut-être simplement l'attrait curieux de la finalité. Miss Marple était assise au premier rang, son chapeau sombre et modeste, ses mains gantées posées sur ses genoux. Lucie était assise à côté d'elle, inhabituellement silencieuse, le front plissé par ses pensées. Derrière elle, une rangée de villageois vêtus de leurs plus beaux manteaux. Les demoiselles Plum, Monsieur Hargrove, l'avocat, le jeune Ernie Tollett et sa mère, ainsi que plusieurs membres de la Société littéraire des dames. Même M. Petitfer était là, tâtonnant dans son recueil de cantiques et clignant nerveusement des yeux. L'orgue jouait doucement une version retenue de « Abide with me ». Le révérend Amos Carmichael se tenait en chair, la voix ferme mais basse, lisant les paroles familières de la liturgie funèbre. « Nous confions donc son corps à la terre à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. » Sa voix hésita un instant, si faible que la plupart ne l'auraient pas remarqué.
Mais Miss Marple, si. Ce n'était pas du chagrin, c'était de la lassitude, le poids d'un secret qui l'avait presque consumé. Le cercueil, un chêne simple et poli, fut doucement descendu dans la terre. Le fossoyeur, un homme voûté nommé Alfred May, travaillait avec révérence et silence. Felicity Dean n'était pas présente. Elle avait été placée en garde à vue 2 jours plus tôt. Ses aveux avaient été partiels, teintés de déni et d'auto-justification, mais suffisants pour confirmer la théorie de Miss Marple. Elle avait placé le 2e haut-parleur. Elle avait déclenché l'émission au moment précis où Rosaline serait la plus vulnérable. Son mobile n'était ni l'argent, ni la rancune, mais la peur d'être démasquée, la peur que la vie qu'elle avait construite à Marlécombe, si soigneusement préservée et préservée, ne s'effondre si la vérité éclatait. C'était le cas. Miss Marple avait vu le moment où la lueur s'était brisée dans les yeux de Felicity, non pas lorsqu'elle avait été accusée, mais lorsque le révérend, son ami de confiance et mentor, s'était détourné d'elle avec tristesse. La justice était venue, comme toujours, non pas avec des feux d'artifice ou des cris, mais avec une lente et lourde finalité. Après la cérémonie, les villageois se laissèrent aller à des conversations hésitantes près du porche du cimetière. Il y eut des murmures, bien sûr. Il y en avait toujours. Mais cette fois, ils étaient discrets. La pitié s'était mêlée au scandale. Beaucoup avaient apprécié Rosalinde, ou du moins admiré sa présence discrète, sa belle posture, sa douceur dans les bancs. Ils ignoraient ce qui se cachait en dessous. Mais peut-être sentaient-ils maintenant combien ce fardeau était lourd. Elle apportait toujours des fleurs, murmura Madame Plume à voix basse, pour l'autel latéral, même quand personne ne le lui demandait. Et je n'en ai jamais pris le crédit, a déclaré M. Hargrove. Je ne savais pas qu'elle n'avait pas de famille, ajouta quelqu'un d'autre. Nous pensions tous qu'elle était veuve. Miss Marple s'approcha de la tombe une fois la foule dispersée. Lucie la suivit, silencieuse. Le cercueil reposait sous une fine couche de terre. Un petit bouquet de violettes pâles reposait dessus, déposé discrètement par le révérend avant le début de la cérémonie. Miss Marple se pencha légèrement, effleurant une tache de terre du bord de la pierre tombale, encore non gravée. Puis elle parla, si bas que Lucie l'entendit à peine. « Elle a gardé ton secret, même quand ça lui a coûté tout. J'espère que, où qu'elle soit maintenant, elle est enfin libre. » Lucie s'avança. « Crois-tu qu'elle l'a regretté, tante Jane ?» Miss Marple se redressa. « Le regret est une chose compliquée, ma chère. Je crois qu'elle regrettait son mensonge, oui, mais je crois aussi qu'elle l'aurait refait, pour protéger quelqu'un qu'elle aimait. » Lucie resta silencieuse un moment, puis dit « Je ne comprends toujours pas comment Felicity a pu être aussi cruelle. » Miss Marple hocha lentement la tête. La cruauté et la peur vont souvent de pair. Felicity était terrifiée à l'idée de perdre la vie qu'elle avait construite, la respectabilité, la paix, la sécurité. Et la présence de Rosalinde menaçait tout cela. Finalement, ce n'est pas la vengeance qui l'a tuée, c'est la lâcheté. Ils retournèrent lentement vers l'église. Le révérend Carmichael se tenait à l'entrée, les mains jointes. Son regard croisa celui de Miss Marple, avec une pointe de honte et une pointe de gratitude. « Je suppose, dit-il doucement, que je devrais démissionner. » Miss Marple pencha la tête. « Vous ne l'avez pas tué, révérend. Mais peut-être devrez-vous accepter de l'avoir poussé au bord du gouffre. C'est une punition qu'aucune résignation ne peut effacer. » Il baissa la tête. C'était un avertissement, un coup de pouce à l'âme. La voix de Miss Marple était douce, et si son âme était déjà brisée, il n'a rien dit. Ce soir-là, Marlécombe respirait à nouveau. Les rideaux étaient tirés, non par peur, mais dans le calme de la routine quotidienne. Les boutiques rouvraient avec un murmure prudent. Les enfants couraient dans les flaques d'eau. Les moineaux retournaient dans leurs haies. Même la cloche de Saint-Bède sonnait à nouveau, non pas de manière menaçante, mais avec sa sonorité habituelle et ancestrale. Dans le salon d'Elms Lane, Miss Marple versa 2 tasses de thé. « Tu sais, dit Lucie en acceptant le sien,
Je pensais que tu aimais les romans policiers parce qu'ils étaient passionnants. Miss Marple sourit faiblement. Et maintenant? Maintenant, je pense que vous les aimez parce qu'ils donnent aux gens une chance de dire la vérité. Miss Marple remua son thé. Peut-être. Mais la vérité, dit-elle, est rarement pure. Elle est souvent mêlée à la douleur. Et dans des villages comme celui-ci, où tout le monde se connaît, et où les secrets sont cachés sous la civilité comme la poussière sous un tapis, il faut la mort pour en relever les angles. Lucie baissa les yeux. Est-ce que les gens se souviendront bien de Rosalind? Avec le temps, dit Miss Marple. Les villageois ont la mémoire courte pour les scandales et la mémoire longue pour les personnages. Elle était discrète, serviable et courageuse à sa manière. Cela reviendra. On frappa à la porte. Ernie Tollett, les joues rouges et humides de brume, tendit une petite enveloppe à Miss Marple. « Courrier de Londres », dit-il. « Marqué urgent. » Elle le remercia et l'ouvrit. C'était de la part d'Evelyn, son amie infatigable à Londres. À l'intérieur, une seule feuille. « Chère Jane, vous aviez raison. Le dossier protégé par Rosalind, celui pour lequel elle a disparu, était lié à une opération secrète. Elle a dissimulé l'identité de quelqu'un d'autre. Le bouc émissaire initial, Edith Melrose, a été blanchi à titre posthume il y a 5 ans. Personne ne savait pourquoi. Maintenant, on le sait. Vous avez découvert une histoire enfouie plus profondément que la plupart. U.T. Miss Marple plia la lettre et la glissa dans le tiroir. Elle n'a plus rien dit cette nuit-là. Mais tandis que le feu crépitait et que le thé refroidissait, elle observait les flammes et ne pensait ni au crime, ni à la culpabilité, ni même à la justice, mais au silence. Ce silence que Rosalind portait en elle depuis des décennies. Ce silence qui parlait plus fort que n'importe quelle voix s'élevant des combles. Et quelque part, bien au-delà de l'if du cimetière, Miss Marple espérait que le silence s'était enfin levé. Chapitre 11. Une lettre du passé. C'était une matinée calme, de celles que Miss Marple trouvait souvent trompeuses. Pas de vent, pas de chant d'oiseaux, pas de vrombissement dans la rue principale. Le monde semblait suspendu, comme le souffle qui précède un soupir. Debout près de la fenêtre du salon de sa nièce Lucie, une tasse de thé à la main, elle observait une feuille brune dériver paresseusement sur l'allée pavée, comme hésitante à se poser. Lucie est entrée avec le courrier. Une seule lettre, dit-elle en posant la petite enveloppe marron sur la table à côté de sa tante, manuscrite, cachée de la poste de Londres. Miss Marple posa sa tasse de thé et la prit. Elle la retourna pensive. L'écriture était inhabituelle, nette mais tremblante. Son nom était écrit ainsi. Mademoiselle Jane Marple, invitée à Elms Lane Cottage, Marleycombe. Aucune adresse de retour. Elle l'ouvrit avec précaution, en sortit une seule feuille de papier ivoire, et lut. « Chère Miss Marple, vous ne me connaissez pas, même. Si vous avez entendu parler de moi, je m'appelle Edith Melrose. Si vous lisez ceci, c'est qu'Evelyn Thorne vous a contacté. Et cela ne peut que signifier que le passé, enfin, a refait surface. J'ai vécu en silence pendant 30 ans. J'ai choisi de disparaître, comme Rosalind. En fait, elle m'a aidé. Vous pensez peut-être que j'ai été lésé, et c'est en partie le cas. Mais Rosalind n'a pas menti pour se protéger. Elle a menti pour me protéger. La vérité concernant le dossier manquant, c'est qu'il n'a été volé ni par Rosalind ni par moi, mais par une autre femme, une jeune dactylo nommée Felicity Dean. Rosalind l'a découvert. Elle a confronté Felicity. La jeune fille a paniqué. Rosalind lui a offert une chance. Partir, disparaître, prendre un nouveau départ. Elle a dit qu'elle en assumerait la responsabilité. Elle a dit que c'était le seul moyen d'empêcher les autorités de détruire la vie de Felicity. Rosalind prit mon nom et disparut dans l'oubli. Je la suivis peu après, sous un autre nom. J'ai gardé le silence pendant des décennies, honteuse non seulement de ce qui s'était passé, mais aussi du poids qu'elle portait sur les autres. Je vous écris seulement maintenant parce que j'ai appris sa mort. J'ai lu la vie. Je savais ce que cela signifiait. C'était une femme bien, Miss Marple, et le monde l'a abandonnée.
Peut-être trouverez-vous un moyen de remettre les pendules à l'heure, à votre manière calme et perspicace. Avec gratitude, Ea Melrose Miss Marple a lu la lettre 3 fois. Quand elle eut terminé, elle resta assise, immobile. Ses doigts étaient immobiles sur le papier. L'horloge sur la cheminée résonnait, précise, indifférente. « Est-ce important ?» demanda doucement Lucie, observant l'expression de sa tante. Miss Marple leva les yeux. « Oui, plus que quiconque ne le saura. » Elle passa la lettre à Lucie, qui la lut avec un étonnement croissant. « Mais ça change tout, » dit Lucie. « Ça confirme tout ce que tu soupçonnais, et même plus. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « Cela clarifie ce que Rosalinde n'a jamais pu expliquer. Et cela prouve la culpabilité de Felicity. » « Noir sur blanc, » dit Miss Marple d'une voix calme, « même si la justice a déjà ses aveux. » Lucie fronça les sourcils. Pourquoi Edith n'a-t-elle pas parlé plus tôt, si elle savait que Rosalinde avait endossé la responsabilité à sa place? Honte, répondit Miss Marple, et la peur d'être replongée dans un passé qu'elle venait d'échapper. Vous seriez surpris de voir combien de gens préfèrent le silence à la justice, surtout quand la justice est restée si longtemps impunie. Elle replia la lettre et la remit dans l'enveloppe. « Je ne l'enverrai pas à la police, » dit-elle. « Ils en ont déjà assez, mais je pourrai le mettre en lieu sûr, où il pourra un jour révéler la vérité si jamais on en a à nouveau besoin. » Lucie parut perplexe. « Ne pas le donner aux autorités ? » « Non. » La voix de Miss Marple était ferme. « La vie de Rosalinde a déjà été réécrite une fois. Laissons la vérité tranquillement reposer à côté de sa mémoire, et non faire la une des journaux ou un scandale. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais je veillerai à ce que les villageois se souviennent d'elle telle qu'elle était. Une femme courageuse, décente, quelqu'un qui a porté un fardeau que personne d'autre n'aurait porté. » Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple fit sa promenade habituelle dans le village. Les boutiques étaient presque pleines, les bouchers préparant déjà les commandes du samedi. Chez l'épicier, Madame Plum discutait des groseilles à maquereau, et à la poste, Miss Croucher pliait le courrier avec une précision méthodique. « Mademoiselle Marple, » dit-elle tandis que la cloche au-dessus de la porte tintait. « De retour ?»« Je viens juste chercher un colis, » dit Miss Marple sans vraiment s'y attendre. Mais ce qu'elle désirait, c'était retrouver l'air de la vie ordinaire, l'odeur du papier kraft et de l'encre, le claquement des timbres et le claquement des timbres. « C'est plus calme maintenant, » dit mademoiselle Croucher, « depuis que tout est sorti. »« Oui, » acquiesça Miss Marple, « même si la vérité est souvent plus forte que le mensonge, même lorsqu'elle arrive par la poste. » Elle sourit faiblement et quitta la boutique, son colis non récupéré. Ce soir-là, elle s'assit près du feu, comme elle en avait pris l'habitude, et ouvrit son carnet une dernière fois. Elle tourna la page et écrivit « Vérité découverte. Rosalinde Hartley a disparu non pas pour échapper au blâme, mais pour protéger Felicity Dean. Edith Melrose était innocente, et a gardé le silence pour préserver le sacrifice de Rosalinde. Miss Frawley, motivée par sa loyauté envers Edith, a aidé Rosalinde à pousser émotionnellement. Le révérend Carmichael a essayé de provoquer le repentir, mais pas la mort. Felicity Dean, craignant d'être exposée, a transformé l'avertissement en terreur. Monsieur Pettifer, utilisé sans le savoir, a déclenché l'événement. Rosalinde n'est pas morte d'empoisonnement, mais de peur et de conscience. Elle marqua une pause, puis ajouta « Une femme a porté les péchés de Troie. » Miss Marple ferma le carnet. Il n'y avait plus rien à écrire. Elle prit l'enveloppe des mains d'Edith Melrose et la plaça à l'intérieur du carnet, la fermant avec un ruban bleu pâle. Puis elle se leva, traversa la pièce et ouvrit le petit tiroir de la table d'appoint en acajou de Lucie. À l'intérieur, elle y plaça le livre, doucement mais fermement. Un record, une vérité préservée, pas pour le scandale, mais pour la mémoire. 3 jours plus tard, les cloches de l'église sonnèrent à nouveau, non pas pour le deuil, mais pour le mariage. La fille du boulanger épousa l'instituteur, lors d'une joyeuse cérémonie, jalonnée de pétales et de promesses.
Les rires résonnèrent sur la place. La Société des dames prépara sa meilleure tarte au citron. La vie, comme toujours dans les villages anglais, reprit son cours. Mais Miss Marple remarqua, et peut-être elle seule, qu'un petit bouquet de violettes avait été déposé sous l'if, sur la tombe de Rosalinde. Pas de carte, pas de nom. Elle soupçonnait que cela venait du révérend, ou peut-être M. Petitfer, ou peut-être de quelqu'un qui n'est pas encore prêt à affronter ce qu'il a fait. Peu importe. La vérité avait déjà été murmurée dans le sol, et là, comme une voix venue de nulle part, elle résonnerait pour ceux qui osaient l'écouter. Chapitre 12. Violette dans le vent. Il avait plu la veille au soir, une pluie douce et régulière qui s'abattait comme une berceuse sur Marlécombe, imbibant le sol et caressant les toits d'un doux éclat. Au matin, le village respirait à nouveau sous un ciel pâle, lavé et silencieux. La rosée scintillait sur les vitres et les pavés, et l'air embaumait une légère odeur de mousse et de renouveau. Miss Marple se leva tôt, comme toujours, mais elle ne se dirigea pas directement vers son plateau de petit déjeuner. Elle enfila son châle et se dirigea vers la fenêtre, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pas encore, en tout cas. Le village semblait inchangé. Le boulanger venait d'ouvrir ses volets. La porte de la postière était entr'ouverte. Un chien aboya 2 fois au loin et fut aussitôt calmé. Mais c'est le cimetière qui a retenu son attention. Même d'ici, elle pouvait voir l'if, ses branches anciennes s'étirant comme des doigts noués au-dessus des pierres basses. Et en dessous, bien que petite, à peine perceptible, se détachait une touche de couleur distincte. Violette. Un bouquet frais, attaché avec une ficelle simple. Elle plissa légèrement les yeux. C'était la 3e fois. Le premier bouquet était apparu le lendemain des funérailles de Rosalinde. Le deuxième, 3 jours plus tard. Et maintenant, un 3e, précoce et discret. Personne n'avait revendiqué la responsabilité de ces fleurs, et personne n'avait été vu les déposant. Mais Miss Marple avait des soupçons. Bien sûr qu'elle en avait. Elle sirotait lentement son thé, son esprit commençant déjà à s'agiter. Plus tard dans la matinée, elle se rendit à l'église sous prétexte de demander au révérend Carmichael le nom du nouveau cantique choisi pour le service du dimanche. Il la reçut avec sa gentillesse habituelle. Elle remarqua avec un léger pincement de sympathie les nouvelles rides autour de sa bouche, le chagrin s'imprimant plus profondément sur la toile de son visage. « J'ai vu les violettes, » dit-elle, sans prendre la peine de faire un préambule une fois le thé versé et les civilités distribuées. Le révérend cligna des yeux. « Oui, un geste. »« Gentil, sans doute. »« Tu crois que c'est Monsieur Petitfer ?» demanda-t-elle en observant son visage. « Je n'y avais pas pensé, » dit-il en esquivant la question, quoique maladroitement. Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. Les violettes étaient la fleur préférée de Rosalinde. Elle en insérait souvent dans les pages de ses livres. L'organiste ne le saurait pas. Le révérend baissa les yeux. « Je pensais qu'elle méritait une forme de commémoration, » murmura-t-il. « Pas une pierre tombale gravée de mensonges. Pas le silence. Vous n'avez pas tort, » dit Miss Marple. « Mais vous n'êtes pas la seule à penser ainsi. » Il leva brusquement les yeux. « Tu crois que quelqu'un d'autre les a abandonnés ?»« Je pense, » dit Miss Marple, « qu'il y a encore une autre couche de culpabilité, une couche qui n'est pas encore complètement posée. Vous n'êtes peut-être pas la seule âme de ce village à éprouver un sentiment de culpabilité. » Cet après-midi-là, elle fit une promenade tranquille le long des cottages de Rose Lane, s'arrêtant brièvement chez le marchand de fruits et légumes pour quelques pommes Bramley. Elle passa devant le cottage de Felicity Dean, fermé, son portail verrouillé, ses rideaux tirés. Le jardin commençait déjà à s'affaisser, laissé à l'abandon. Un rosier grimpant solitaire s'enroulait vers la cheminée, comme à la recherche de quelqu'un qui n'était plus là. De là, elle tourna vers la place et se dirigea vers la maison de Miss Millicent Frawley. Millicent ouvrit la porte avec sa raideur habituelle,
un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux, et une odeur de talc à la lavande qui arriva une demi-seconde avant elle. « Mademoiselle Marple, dit-elle en haussant les sourcils, 2 fois en 1 semaine. Dois-je m'inquiéter ? Seulement si votre gâteau aux graines s'est amélioré, répondit agréablement Miss Marple. Cela a suscité une pointe d'humour, ou peut-être d'agacement. Ils s'installèrent dans le salon, qui sentait vaguement le camphre et le bois ciré, et le thé fut servi en silence. Devant la fenêtre, un merle gazouillait dans une cheminée lointaine. « Je suis venu, commença Miss Marple, non pas pour accuser, mais pour comprendre. » Millicent haussa un sourcil. « C'est très noble de votre part. »« Vous connaissiez Edith Melrose, » dit Miss Marple. Le silence était un mur. « J'ai reçu une lettre, » poursuivit-elle, « d'Edith elle-même. Elle est vivante. Elle vit désormais en Cornouailles, sous un autre nom. Elle voulait que je sache toute la vérité, que Rosalinde ne l'avait pas trahie, qu'elle les avait protégés, elle et Felicity Dean. » Millicent ne dit rien, mais sa bouche se crispa. Miss Marple la pressa doucement. « Je crois que vous le saviez déjà, ou du moins que vous le soupçonniez. Et je crois que c'est pourquoi, après la mort de Rosalinde, vous avez commencé à déposer des violettes sur sa tombe. » Les mains de Millicent s'immobilisèrent sur la tasse. « Je le savais, » dit-elle enfin. Ou peut-être que je n'avais fait que deviner, sans pouvoir l'admettre. Je détestais Rosalinde pour ce que je croyais qu'elle avait fait à Edith. Mais quand tout a éclaté, quand j'ai vu comment elle vivait, comment elle se cachait pour protéger cette fille, elle s'est arrêtée. J'avais l'impression d'avoir vu quelqu'un se noyer lentement et de ne m'être rendu compte que trop tard qu'il nageait pour quelqu'un d'autre. « Vous avez fait pression sur elle, » dit Miss Marple, « avec ses lettres. » Millicent hocha la tête. « Pas seule, mais je les ai écrites. Quelques-unes, en tout cas. Pas toutes. Je sais, tu n'as jamais voulu mourir. » « Non. » Sa voix se brisa. « Je voulais juste des excuses. Pour Edith, pour les années perdues. » Miss Marple sirota son thé. « Vous avez laissé des violettes 3 fois. »« J'arrête, » dit rapidement Millicent. « Si c'est gênant. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Ne t'arrête pas. C'est la seule gentillesse qu'il te reste à lui témoigner. » Il y eut un long silence. 2 femmes dans une pièce, entourées des fantômes d'autres femmes et du poids des mots non prononcés. Lorsque Miss Marple se leva pour partir, Millicent se leva également. « Elle était plus courageuse que moi, » dit-elle doucement. « Je le vois maintenant. » Miss Marple lui toucha la main. « Elle a payé pour les erreurs de beaucoup. Le moins que nous puissions faire est de nous souvenir d'elle pour les bonnes raisons. » Ce soir-là, Lucie trouva sa tante assise tranquillement près de la fenêtre ouverte, tricotant intacte sur ses genoux. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» a-t-elle demandé. Miss Marple sourit faiblement. « Ce n'est pas ce que je cherchais, ce que Rosalinde méritait. » Elle lui parla de la lettre d'Edith, des violettes de Millicent, des murmures silencieux qui parcouraient encore le village.